C'était il y a 5 ans, au début du mois de février, la mort du président togolais Gnassingbé Eyadema après 38 ans de règne sans partage. À l'époque, certains quotidiens titrent avec une certaine ironie « Eyadema est mort, vive Eyadema ». Car 2 heures à peine après cette annonce, c'est le fils poussé par les militaires qui prend les rênes du pouvoir. Sa légitimité, il viendra la chercher un peu plus tard dans les urnes. Un scrutin contesté qui tourne au bain de sang. La répression fait 400 à 500 morts selon l'ONU. 5 ans plus tard, vous allez le voir, le contexte a bien changé. Faure Gnassingbé est bien le grand favori de l'élection présidentielle qui a lieu demain, mais il veut à tout prix effacer son péché originel en organisant un scrutin crédible, reconnu notamment par l'Union européenne. Un scrutin crédible et sans violence. Or, une chose est sûre, il suffit d'une étincelle, d'un soupçon de fraude pour que la situation s'embrase. Togo, la crainte d'un nouveau scrutin sanglant, c'est donc le focus du jour. Avec nous sur ce bateau, Jean-Baptiste Placa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes éditorialiste, ancien grand reporter. Vous suivez l'actualité du Togo depuis de nombreuses années. Alors, lorsque le président dit pas de violence, l'opposition lui répond pas de violence, d'accord, mais s'il n'y a pas de fraude, la fraude, c'est une certitude demain ? Je pense que les risques sont grands. Les risques de fraude sont grands parce que du père au fils, on est en train d'approcher la 50aine de règne sans que la situation des Togolais s'améliore considérablement. Donc les citoyens ordinaires réfléchis n'ont aucune raison objective de reconduire ce genre de régime. Ce sera un vote électronique, hein ? Non. Enfin, il y a des ordinateurs prêtés par la Mauritanie. Oui, mais justement, il y a beaucoup de suspicions autour de la partie informatique de ces élections. Les choses ont quand même changé depuis 2005. Il y a plus de liberté. Oui, plus de liberté. Disons que c'est l'apparence de liberté davantage que la liberté elle-même. Et c'est vrai que le monde a changé. Et donc le régime de Faure Gnassingbé ne peut plus se permettre le type de violence par lequel il est arrivé au pouvoir il y a 5 ans. Mais est-ce que l'opposition demain peut gagner, et si elle gagne, est-ce que l'opposition peut prendre le pouvoir ? Alors, si les élections se passent de manière transparente, la victoire de l'opposition, on l'a vu hier, la mobilisation des militants, et on l'a vu aussi à travers le pays. Si l'opposition, si la transparence est assurée, la victoire de l'opposition est presque une certitude. Parce que par le passé, déjà, le père avait été battu une fois et Chirac est intervenu pour dire « oui, bon, il a été battu, mais la prochaine fois, il ne se représentera plus, donc il demande aux opposants de patienter. » Puis ensuite, à chaque fois, il y a un subterfuge pour survivre. Mais comme le disait il n'y a pas longtemps l'ancien ministre de l'Intérieur d'Eyadema, la réalité politique fait que ce pouvoir ne peut pas compter sur plus de 10% de l'électorat. Alors dans certains endroits au Togo où il y a une opposition radicale, parfois on prépare déjà l'insurrection, tout est prévu en tout cas en cas de fraude. Vous allez voir, c'est une préparation quasi mystique. C'est un reportage d'Emmanuel Sodji. À quelques jours de la présidentielle du Togo, nous nous sommes rendus dans un lieu tenu secret. Ces hommes sont soupçonnés par les autorités du pays de préparer des violences après l'élection du 4 mars. Ici, personne ne craint d'être filmé. Ils sont prêts à tout pour un changement de régime au Togo. Cette année, c'est la fin de tout. Où tout le peuple, nous mourrons tous, ou bien nous survivons tous. Nous sommes prêts à tout. Donc ce système doit changer. Nous ne voulons plus de ce système. On a assez. Nous avons assez. Nous essayons de les préparer, de les encadrer, de les organiser pour que, une fois les résultats proclamés en faveur du RPT, comme ça a été le cas sur les dernières années, nos militants soient lancés dans les rues
Et cette fois-ci, ça va être véritablement une insurrection populaire. Contrôle d'identité, fermeture des portables, tout est prévu pour éviter le risque de fuite. Même le lieu et l'heure du rassemblement sont communiqués au tout dernier moment. Nous sommes menacés tous les jours, nous recevons des coups de fil anonymes, mais je dois vous dire que nous sommes aussi organisés, notre sécurité est bien faite et nous sommes convaincus que le pouvoir ne pourra pas nous avoir avant les élections. Ce que craignent le plus les chefs de ce mouvement populaire, c'est la trahison. Alors ils ont recours aux croyances locales, des rites vaudous pour s'assurer la loyauté de leurs nouveaux militants, une sorte de prestation de serment. Nous voulons finir avec cette dictature. Cette dictature, une dictature qui a pris le Togo, tout le peuple togolais, en otage pendant plus de 43 ans. Nous en avons marre. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative de mener ce combat à la victoire finale, la libération du peuple togolais. Le moment est arrivé pour que nous nous préparions à la bataille finale. Dans les quartiers acquis à l'opposition politique au régime, on défend le mouvement en dénonçant l'existence de milices de la Maccabi aux ordres du pouvoir. Ils ont d'autres mouvements, on le sait très bien. Il y a le Hakam, il y a tout, on le sait. Ils ont des milices. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Une nébuleuse d'associations et de mouvements sont connus pour leur soutien indéfectible au pouvoir en place. Leurs meetings en faveur du président sortant Faure Gnassingbé sont pilotés par cet homme, un fervent partisan du régime. Officiellement, il rejette toute idée d'affrontement en cas de contestation dans la rue de l'opposition radicale. La violence est proscrite dans notre milieu. La violence n'a plus sa place. Nous devons mourir pour fort. Et fort aussi à mourir, nous aussi on va mourir. Malgré l'ambiance bon enfant qui règne en apparence sur cette campagne électorale, les autorités togolaises sont sur le qui-vive. Elles accusent les mouvements radicaux comme le MCA de tenter de s'approvisionner en explosifs et armements. Leurs responsables ont été sommés de quitter le pays avant ce temps. Emmanuel Sodji, vous êtes à Lomé, hein. Vous avez fait ce tournage il y a une semaine. Où en est-on aujourd'hui avec ces mouvements? Est-ce qu'ils sont sous contrôle? Alors, à 24 heures du scrutin, les responsables du MCA, le mouvement donc citoyen pour l'alternance, ils sont toujours au Togo, mais ils sont aux abonnés absents. Ils ne répondent plus au téléphone pour esquiver les menaces, intimidations qui viennent d'appels anonymes. Leurs maisons sont encerclées par des agents de renseignement en civil, mais il semblerait que pour l'instant, les autorités n'aient aucune preuve que le MCA est en sa possession des armes ou explosifs. Les arrêtés maintenant pourraient faire planer des violences préélectorales sur le Togo. Alors, une enquête serait en cours pour tenter de comprendre comment ce réseau fonctionne, connaître ses ramifications, son financement, connaître les militants qui en font partie. Mais à l'heure qu'il est, les chefs du MCA affirment qu'ils ne quitteront pas leur pays. Ils ont une mission à accomplir, arracher le pouvoir des mains de l'actuel régime en place en cas de fraude massive. Ils font peur au pouvoir parce que c'est la première fois que les autorités sont confrontées à une organisation si bien structurée, prête à tout pour en finir avec ce régime. Merci Emmanuel. Jean-Baptiste Plaquet, une organisation, on le voit, incroyable. C'est assez effrayant ce reportage qu'on a vu. Oui, mais il faut relativiser. Je pense que ça a un côté anecdotique. C'est pas l'essentiel de ce qui se fera. En fait, les Togolais se disent on a gagné à plusieurs reprises et à chaque fois le pouvoir a confisqué. Donc il s'est incrusté en usant des armes. Cette fois-ci, et c'est d'ailleurs le discours de Kofi Ammiam, qui est un leader assez, comment dit-on, combatif sur le terrain là-bas, il dit on ira chercher le pouvoir. C'est-à-dire que on n'attendra pas qu'ils acceptent ou non leur défaite, on ira le chercher. Et je pense qu'il y a une espèce d'épuisement de la population à subir un régime qui ne le fait pas évoluer, parce qu'il ne faut pas oublier que le Togo est situé entre le Ghana et le Bénin, deux pays démocratiques qui sont prospères. Et quand on passe de l'un ou l'autre de ces pays au Togo, on a le sentiment de sombrer, j'allais dire de reculer d'un siècle. Et je pense que les Togolais sont assez fatigués par ce régime et ils ont envie de se battre. Cette fois-ci, non pas. Et alors, c'est pas cette organisation que vous avez présentée qui est forcément
j'allais dire, le plus gros risque. C'est une organisation radicale, hein. Oui, on l'a dit, mais c'est-à-dire c'est toute la population qui risque d'être radicale si les résultats, en tout cas ce que disent les procès-verbaux, venaient à être en contradiction avec les résultats proclamés. Et on suivra ça demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions. Jean-Baptiste Placat, je rappelle que vous êtes ancien grand reporter et éditorialiste. Vous connaissez donc très bien le Togo. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.